last year in my speech at the Hall of Fame. Perception is reality. And, you know, I think sometimes he may have forgotten that, but from Vince. Because Vince, regardless of what anybody thinks, deep in his heart, he's one of the boys. He really is. And he has that. Et si l'homme qui a hanté toutes les arènes pendant 35 ans, dont le nom seul vous donnait des frissons dans le dos, disait enfin « J'en ai assez de vous ». Dans un monde où la plupart des catcheurs affrontent leurs promoteurs, intentent des procès, puis encaissent, le partenariat de plusieurs décennies de The Undertaker avec Vince McMahon a été une véritable anomalie corporate. Pourtant, derrière ce lien apparemment incassable se cache un ressentiment latent qui n'a fait qu'atteindre son point d'ébullition. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette relation iconique, plongeant dans la genèse du personnage de l'Undertaker, les féroces Monday Night Wars, les chocs créatifs de l'Attitude Era et les récentes tempêtes légales et éthiques qui ont secoué l'empire de McMahon. D'une amitié en coulisses qui servait de conscience à McMahon jusqu'au moment où ses liens ont été mis à l'épreuve par des allégations qui ébranlent les fondations mêmes de l'industrie, nous allons explorer pourquoi le Deadman, l'incarnation de la loyauté, déclare maintenant la guerre au chairman. Accrochez-vous, voici l'histoire inédite des raisons pour lesquelles The Undertaker déteste enfin Vince McMahon. Dans le monde du catch professionnel, un univers né des sensations fortes de la foire et d'une main-d'œuvre en constante évolution, un lien est apparu qui semble presque impossible à comprendre. 35 ans de partenariat entre Mark William Callaway, connu de millions de personnes sous le nom de The Undertaker, et Vincent Kennedy McMahon, le chairman de la plus grande promotion de catch au monde, défient le scénario habituel. Alors que la plupart des performeurs de l'industrie passent d'un contrat à l'autre, se livrant à des batailles juridiques et ne se retrouvant que pour un salaire, Callaway et McMahon ont maintenu un fil ininterrompu de loyauté qui est devenu un courant sous-jacent discret de l'histoire de l'entreprise. Le germe de cette relation fut planté dans un moment de doute. En 1990, Callaway était un catcheur itinérant à la World Championship Wrestling, luttant sous le nom de Mean Mark Callous. Ses performances étaient ordinaires et ses perspectives dans la promotion majeure étaient sombres. Il avait entendu des rumeurs d'une chance de rejoindre la World Wrestling Federation, mais le premier aperçu de son talent fut accueilli avec résistance. Quand un match avec Lex Luger au Great American Bash le laissa avec une hanche disloquée, Callaway entra néanmoins sur le ring, espérant obtenir une rencontre avec McMahon. Pourtant, les images que McMahon a visionnées n'ont rien suscité au-delà de l'impression d'un athlète grand et dégingandé qui correspondait au stéréotype générique du joueur de basket que McMahon n'aimait pas. L'évaluation initiale fut catégorique, il n'avait rien de spécial. Ce n'est pas le talent qui a attiré l'attention de McMahon, mais l'idée qu'il pouvait faire naître dans son esprit. L'Undertaker était un personnage conçu par McMahon lui-même, une figure silencieuse, semblable à la faucheuse, un méchant qui pouvait contrer le héros Hulk Hogan avec une présence stoïque, presque intouchable. L'Undertaker était la propriété intellectuelle de McMahon, un vaisseau pour une histoire qui exigeait un performeur capable de submerger sa propre identité dans le masque du gimmick. Quand Callaway a finalement fait ses débuts avec le personnage au Survivor Series 1990, son stoïcisme et sa physicalité ont validé la vision de McMahon et le partenariat a commencé sérieusement. Le milieu des années 1990 a apporté une tempête dans le monde du catch, les Monday Night Wars. La WCW, soutenue par un mania de la télévision, a attiré les talents clés de la WWF avec des offres lucratives. Pendant une période où la survie de la compagnie était en jeu, la loyauté de Callaway est devenue une bouée de sauvetage. Il a été courtisé par la WCW, mais il est resté, invoquant une dette personnelle envers McMahon pour lui avoir donné une chance que d'autres avaient écartée. Son choix n'était pas purement contractuel, c'était une déclaration d'honneur. Au sein de la communauté des coulisses, Callaway est apparu comme une présence stabilisatrice, menant un groupe de catcheurs qui servait de contrepoids aux factions plus volatiles. La capacité de la WWE à gérer les turbulences internes reposait sur une figure capable de maîtriser les égos et de porter le flambeau créatif quand d'autres étaient tentés de s'égarer. Même lorsque la WWE s'est orientée vers des contenus plus audacieux à la fin des années 1990, Callaway est resté une main stable.
Le sommet créatif, et peut-être le point le plus bas de sa collaboration avec McMahon, s'est déroulé pendant l'Attitude Era. Début 1999, l'Undertaker est devenu le leader d'un groupe aux allures de secte connu sous le nom de Ministry of Darkness. Le scénario a plongé le personnage sombre dans une confrontation directe avec la famille de McMahon. L'Undertaker a tourmenté la femme de McMahon, brûlé son ours en peluche précieux et, le plus choquant, a enlevé sa fille Stephanie. La prémisse narrative était que l'Undertaker servait une mystérieuse puissance supérieure, une force au-delà de lui-même. Le public était laissé à se demander s'il s'agissait d'un nouveau venu, d'une légende de retour ou de toute autre chose. Lorsque la vérité a finalement été dévoilée lors d'un épisode de Raw, la révélation a choqué les fans et souligné le contrôle absolu de McMahon sur le récit. À ce moment-là, la puissance supérieure s'est révélée être nulle autre que McMahon lui-même, parlant sous une nouvelle persona, la même voix qui avait guidé l'histoire depuis le début. Les critiques ont qualifié le scénario d'échec créatif, citant sa logique alambiquée. Pourtant, c'était une démonstration. Don't let what we're doing at night get in the way of business. I mean, that was a Démonstration claire de la volonté de McMahon de plier son propre personnage au service d'objectifs commerciaux plus larges. Ce faisant, il a exigé de Calaway qu'il joue un rôle subalterne, sacrifiant la mystique de l'Undertaker au profit du scénario global qui générait le plus de revenus. Tout au long de ces épisodes, le rôle de Calaway en tant que vaisseau, mentor et stabilisateur est resté inchangé. Il était le conduit par lequel les idées de McMahon circulaient, la figure qui pouvait incarner les aspects les plus sombres de l'univers de la WWE tout en maintenant l'illusion du monde scénarisé. La relation a dépassé celle d'employeur et d'employé. Elle est devenue un partenariat mutuel, bien que parfois tendu, où la confiance et le respect étaient les seules monnaies qui comptaient. Cet arc narratif illustre comment un seul personnage peut devenir une cheville ouvrière dans un écosystème corporate plus vaste. L'Undertaker n'était pas seulement une attraction, il était la conscience, l'encre, la force stabilisatrice qui a permis à McMahon d'expérimenter, de pivoter et de maintenir la compagnie à flot pendant les périodes les plus volatiles. Au fil des années qui ont suivi, le lien est resté intact, un témoignage silencieux d'un partenariat qui a survécu aux inévitables hauts et bas d'une entreprise bâtie sur le spectacle et l'improvisation. La saga de la relation de l'Undertaker avec Vince McMahon avait longtemps été présentée comme un partenariat d'entreprise, mais au fil des années, les frontières entre employeur, mentor et père de substitution se sont estompées pour former quelque chose qui ressemblait à un lien familial. Même à la retraite, le récit selon lequel McMahon était une figure paternelle a persisté. Un témoignage du pouvoir de cette dynamique dans le façonnement de la vie de Mark Calaway. Lorsque WrestleMania 30X est arrivé en 2014, l'événement fut plus qu'un spectacle. Ce fut un moment culturel qui a redéfini la perception publique du rôle de McMahon. Le ring est devenu une scène où l'image de McMahon est passée d'un cadre d'entreprise anonyme à une figure paternelle visible. Un homme que l'on pouvait voir marcher aux côtés de l'imposante silhouette de l'Undertaker. Cette transition a été marquée par une scène que beaucoup n'oublieront jamais. McMahon, debout sur le côté, observant la main de Calaway être levée, l'arène éclatant de joie, mais avec une gravité silencieuse que seul un parent pouvait commander. Le public a senti que le succès du spectacle reposait sur cette présence paternelle, et le récit était que l'investissement émotionnel de McMahon envers Calaway n'était plus un artifice scénaristique, mais un lien humain authentique. Pourtant, même si le public commençait à percevoir cette dimension paternelle, les décisions commerciales portaient toujours le poids de la stratégie corporate. Le moment qui allait devenir l'un des plus commentés de l'histoire du catch est arrivé lorsque la question de mettre fin à la légendaire streak de l'Undertaker a été posée. Pendant 21 WrestleMania consécutifs, l'Undertaker était resté invaincu. Cette streak n'était pas seulement un récit, c'était une marque, un atout capable de générer des ventes de billets plus élevées et des histoires plus captivantes. La décision d'y mettre fin devait être prise au cœur de l'entreprise, et Vince McMahon fut celui qui donna le dernier coup de grâce. L'hésitation de Calaway était palpable. Il a exprimé que l'honneur de mettre fin à la streak aurait pu revenir à quelqu'un comme Roman Reigns, une étoile montante qui pourrait porter ce flambeau.
Pourtant, l'insistance de McMahon était inébranlable. Calloway, avec son pragmatisme caractéristique, a finalement acquiescé, se disant « C'est ton spectacle, c'est ta décision ». Le choix ne concernait pas la défaite ou la victoire, il s'agissait de reconnaître la hiérarchie qui avait défini leur relation depuis les premiers jours des Monday Night Wars. Même à ce moment-là, l'Undertaker n'était pas celui qui décidait des termes de son héritage. Il exécutait la volonté de l'homme qui avait bâti la maison. Le match lui-même fut une leçon magistrale de drame. Dans les jours qui ont suivi, Calloway a subi une grave commotion cérébrale. Il s'est effondré en coulisses, l'adrénaline du match pulsant encore dans ses veines et a été transporté d'urgence à un hôpital de la Nouvelle-Orléans. Dans un moment que personne n'aurait jamais imaginé, McMahon a abandonné l'événement entier. Il a quitté l'arène avec Calloway, une décision qui a résonné à travers l'écosystème de la WWE. L'absence de la Gorilla Position lors de la diffusion a été ressentie comme un commandant de champ de bataille quittant les premières lignes. C'était une rupture de protocole sans précédent, mais cela a envoyé un message clair. Le bien-être de l'Undertaker, le pilier de l'entreprise, était primordial, et la machine corporate plierait pour le préserver. Le souvenir de cette nuit était flou pour Calloway. Il a admis n'avoir aucun souvenir du match ni des conséquences. La dépendance envers McMahon et sa femme, Michelle McCool, pour gérer la crise, a souligné l'intimité qui avait déjà commencé à s'enraciner. Lorsque son père est décédé, Calloway s'est tourné vers McMahon pour une présence paternelle de substitution, et le lien est devenu plus fort. L'incident à l'hôpital est devenu un moment charnière qui a solidifié le récit de la figure paternelle. Dans les années crépusculaires qui ont suivi WrestleMania 30-30, la dynamique entre les deux est entrée dans une nouvelle phase. Le déclin physique de Calloway était de notoriété publique. Le documentaire Undertaker Revealed a capturé les moments qui allaient devenir emblématiques. La retraite, le même Crying Vince, l'intronisation au Hall of Fame. La présence de McMahon lors de ces événements était un témoignage de son rôle continu dans la vie de Calloway. Pourtant, la relation a été mise à l'épreuve. L'environnement corporate, désormais sous l'égide de TKO, a commencé à infiltrer les projets indépendants de Calloway. Son podcast Six Feet Under, lancé comme une plateforme pour sa propre voix, a commencé à ressentir le poids de l'influence corporate. Le co-animateur Matt a été remplacé par Michelle McCool, un acte qui suggérait une empreinte subtile mais indéniable de la WWE sur ce qui était censé être une entreprise personnelle. Ces changements dans les sphères des coulisses et publiques ont révélé un schéma. La loyauté de Calloway est restée intacte, indépendamment des nuages moraux ou légaux qui planaient sur McMahon. En janvier 2024, lorsque la plainte de Janelle Grant a accusé McMahon de trafic et a entraîné sa démission, Calloway n'a pas réagi. Il est resté silencieux, un soutien silencieux, refusant de se joindre au chœur de la condamnation. Il a ensuite parlé publiquement, utilisant l'expression « glass houses ». Ceux qui vivent dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres, défendant son amitié et refusant de juger. Il a soutenu que la loyauté, qui s'était étendue sur des décennies, transcendait l'indignation morale immédiate. La même loyauté qui avait maintenu la main de l'Undertaker levée en 1999 le protégeait maintenant du contre-coup public le plus virulent. Le rachat corporate de Six Feet Under début 2025 a ajouté une autre couche de complexité. Si le contenu de l'émission est resté, la structure même de la plateforme avait changé. La présence de Michelle McCool sur le podcast, par opposition au co-animateur original Matt, suggérait que la plateforme de Calloway était désormais au sein de l'écosystème corporate de la WWE. Cela soulève des questions sur la liberté d'expression, mais la défense de McMahon par Calloway est restée personnelle et inébranlable. Sa position « attendre et voir », précédemment évidente lorsqu'il était resté pour le règlement de la SEC en janvier 2025, a continué sans relâche. En février 2025, l'Undertaker et McMahon sont apparus ensemble au Super Bowl LX à la Nouvelle-Orléans, un lieu qui était redevenu un endroit où le monde du catch confrontait l'image ternie de McMahon. La scène était frappante. Calloway, dans son noir emblématique, debout à côté de McMahon, un homme frêle mais déterminé. Le contre-coup public a été immédiat, mais la présence de Calloway était un puissant soutien.
Il semblait agir comme un bouclier humain, un témoignage visible que son lien avec McMahon pouvait résister même aux tempêtes les plus impitoyables. À travers tous ces moments, l'incident à l'hôpital, la commotion cérébrale, l'intronisation au Hall of Fame, le même Crying Vince, l'infiltration corporate de son podcast et l'apparition au Super Bowl, une chose est restée constante. La loyauté de l'Undertaker envers Vince McMahon était absolue. Chaque événement a renforcé un récit qui n'était pas seulement une transaction commerciale, mais un lien incassable qui avait survécu aux menaces de faillite, aux scandales et aux batailles juridiques. La relation de l'Undertaker avec McMahon a été la colonne vertébrale de l'histoire du catch professionnel moderne, une histoire en constante évolution qui montre comment l'héritage d'un homme peut être façonné par l'influence inébranlable d'un autre. La fin des années 1990 fut un champ de bataille de style, avec l'âge d'or de la WWE qui s'achevait et une nouvelle ère plus audacieuse à l'horizon. Dans cet espace, Mark Calaway, alors un catcheur de mid-card grand hérou, connu sous le nom de Mean Mark Callous, ressentait déjà le poids d'être ignoré. Son manager à la WCW, Paul Heyman, a vu le potentiel, mais les Bookers non. Quand Hall Anderson lui a dit que personne ne paierait jamais pour te voir catcher, l'envie de quelque chose de plus grand s'est ancrée en lui. C'est Vince McMahon qui aurait pu lui offrir cette scène plus grande. Pourtant, la première rencontre entre les deux fut tout sauf facile. La préférence esthétique notoire de McMahon pour les catcheurs imposants et musclés, Warrior, Hogan, Hercules, signifiait que le dégingandé Calaway ne correspondait pas au moule du grand joueur de basket. Cette première rencontre fut annulée, un signe que Calaway n'était pas encore l'élu. Il a dû prouver sa valeur dans une pièce qui avait déjà décidé de ne pas lui faire confiance. Ce terrain d'essai est apparu sous la forme d'un nouveau personnage qui deviendrait l'Undertaker. Le concept exigeait une persona au cœur mort, lente, sans émotion et essentiellement un zombie entrant sur le ring. Le micromanagement de Vince au début était implacable. Il a dicté la marche de zombie de l'Undertaker, la façon dont ses pas devaient sonner comme une marche funèbre et le timbre grave et rocailleux de la voix qui résonnerait dans les arènes. L'entraînement initial fut brutal. L'Undertaker a dû apprendre à vendre le silence, à maintenir le public en haleine tout en livrant la même routine à chaque match. Dans ce premier chapitre, Calaway était l'élève et McMahon le directeur. Leur relation a commencé comme un accord transactionnel, mais laissait déjà entrevoir un lien qui deviendrait profondément personnel. Lorsque Monday Night Wrestling a été lancé en 1995, les deux géants, la WWF et la WCW, se sont engagés dans une guerre hebdomadaire. Lorsque Monday Night Wrestling a été lancé en 1995, les deux géants, la WWF et la WCW, se sont engagés dans une guerre hebdomadaire. La WCW pouvait offrir d'énormes sommes d'argent aux grandes stars. Kevin Nash et Scott Hall sont partis pour de l'argent. Bret Hart a été contraint à un controversé Montreal Screwjob. Et pourtant, l'Undertaker est resté. Le raisonnement de Calaway était simple mais profond. Les catcheurs sont notoirement de mauvais épargnants et la stabilité avait plus de valeur que l'argent facile. La WWF avait une formule éprouvée pour faire d'un personnage un monstre, et la volonté de Vince de protéger la vision créative a donné à l'Undertaker une plateforme que la WCW ne pouvait pas égaler. La loyauté de l'Undertaker envers la WWF durant cette période était un investissement dans la longévité plutôt que dans une course rapide. Derrière les rideaux, la Bond Street Crew, Yokozuna, The Godfather, Savio Vega et d'autres formaient une fraternité en coulisses. Le tatouage BSK sur le ventre de Calaway est devenu un insigne d'appartenance. Il a servi de juge de la cour des catcheurs fictive, un moyen de régler les litiges en coulisses sans interférence de la direction. Cet arrangement a souligné comment Vince comptait sur l'Undertaker non seulement pour son travail sur le ring, mais aussi comme un ancrage culturel capable de maintenir l'ordre et de renforcer le récit de la loyauté. C'était une pièce petite mais essentielle de l'ensemble, un moyen d'empêcher les écosystèmes fragiles de l'industrie de se déchirer. Le ministère corporate a pris un tournant dramatique avec le scénario du Higher Power.
L'Undertaker a été forcé d'obéir à la figure énigmatique qui contrôlait la direction de la WWE. L'acceptation du Higher Power par Calaway, sans remettre en question les motifs, illustrait une sorte d'obéissance née de la confiance. La manipulation de Vince était évidente. Il envoyait l'Undertaker à l'hôpital pour un effondrement soudain, comme s'il s'agissait d'un vieil ami ayant besoin d'aide plutôt que d'une victime d'un mastodonte corporate. Ce moment de vulnérabilité, quand Vince a quitté le ring pour une urgence médicale réelle, a brouillé les frontières entre l'amour et la culpabilité. À l'entrée des années 2010, la streak de l'Undertaker est devenue un moteur de revenus. Le nombre de victoires consécutives, chacune une promesse aux fans, a été monétisé par le merchandising, les achats de pay-per-view et le positionnement de la marque. Vince protégeait la santé de l'Undertaker pour assurer la continuité de la streak. La décision de mettre fin à la streak en 2014 fut un coup de théâtre cruel. Calaway, sans même se souvenir de la nuit où il a perdu le bien le plus précieux, a regardé la poussière retomber. Il a perdu une partie de lui-même, une tragédie qui a résonné dans son esprit, un souvenir qui s'est estompé aussi brusquement que les lumières du ring se sont éteintes. La visite à l'hôpital qui a suivi était moins une question de traitement médical qu'un moment de culpabilité pour Vince et d'amour pour un soldat loyal qui avait été poussé trop loin. Les années 2020 ont introduit un autre type de moment médiatique. Le même « Crying Vince », une photo virale des larmes inattendues de McMahon lors d'une cérémonie, est devenue une référence culturelle. Cela a rappelé à tous que l'Undertaker était la seule constante lorsque le reste du roster commençait à s'effondrer ou à intenter des actions en justice. Le cœur émotionnel du mème, les pleurs, la perte de contrôle ultime, a souligné ce que Vince appréciait le plus, la loyauté. La défense publique de McMahon par Calaway, citant la philosophie des Glass Houses, que tout le monde a des squelettes dans le placard, a renforcé l'idée que les politiques du ring étaient privées. La crise juridique qui a suivi, des allégations de trafic, a présenté un dilemme moral que l'Undertaker a tenté de gérer en s'appuyant sur sa propre expérience. Dans un monde où les lignes juridiques et morales devenaient de plus en plus claires, la position de Calaway ressemblait au dernier avant-poste d'une mentalité à l'ancienne. Sa citation des Glass Houses, répétée dans les interviews, servait de bouclier contre le jugement. Il a choisi l'expérience personnelle plutôt que les allégations. Cette dynamique, semblable aux boucles psychologiques observées dans les fraternités intenses, est devenue le point d'appui sur lequel la loyauté de l'Undertaker a pivoté. C'était un élément humain, un dernier hors-la-loi qui luttait contre l'idée que la WWE pourrait être une entreprise propre et moderne. Tout au long de toutes ces années, la relation de l'Undertaker avec Vince McMahon a en effet été la colonne vertébrale du catch professionnel moderne. D'un performeur de mid-card rejeté à un personnage construit de toutes pièces, d'un juge en coulisses au gardien de l'ordre, d'une légende vivante qui a porté une streak, à un homme qui a défendu un homme sous examen juridique, c'est une histoire qui montre comment l'héritage d'un homme peut être façonné par l'influence inébranlable d'un autre. La dernière chevauchée est un testament à la loyauté, un rappel que parfois, le plus grand ennemi ou allié est la même personne selon la lumière. L'Undertaker reste le dernier hors-la-loi, le dernier écho du lien viscéral qui a créé un monstre, une légende et une histoire qui sera racontée dans les arènes et les documentaires pour les générations à venir.